Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Bonjour Acha Mousdikoudine. Merci beaucoup. Bonjour Jeanne Bellani. Merci beaucoup à vous dans un premier temps de m'accorder cet entretien dans le cadre de l'Observatoire des Outre-mer de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes la présidente de l'association Mayotte a soif. C'est une structure qui a été créée en octobre 2023, si je ne me trompe pas. Et comme son nom l'indique, c'est une structure qui est engagée dans la lutte contre le manque d'accès à l'eau potable et dans la gestion de crise à Mayotte. Et à travers cette association, vous menez des actions solidaires et vous vous êtes également démarqué dans le cadre de votre parcours personnel par votre engagement pour l'éducation et l'inclusion. Et donc, on imagine que depuis le passage du cyclone Chido le 14 décembre dernier, vous êtes très mobilisés dans le cadre de l'association Mayotte a soif. Il faut rappeler dans un premier temps que Mayotte cumulait déjà des fragilités aussi bien structurelles que sociales, qui étaient très lourdes. On a beaucoup de chiffres qui sont revenus dans les médias nationaux, tels que 77% des habitants qui vivaient déjà sous le seuil de pauvreté, 40% des ménages qui vivaient dans des habitations très précaires ou dans des bidonvilles, et surtout 30% des ménages qui n'avaient pas accès à l'eau courante. Et justement, en matière d'accès à l'eau, votre association s'est mobilisée dès 2023 lors de la crise de l'eau à Mayotte. Preuve que l'accès à l'eau, en fait, c'était déjà une source d'inquiétude quotidienne pour les habitants. Et lorsque l'actuel Premier ministre est venu à Mayotte il y a quelques semaines, il a érigé l'accès à l'eau potable au rang des priorités. Mais on a un peu l'impression quand même que ça reste une lutte quotidienne finalement pour beaucoup de citoyens à Mayotte. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette problématique d'accès à l'eau, donc qui est vraiment structurelle comme on le disait à Mayotte, et plus globalement sur la situation à Mayotte à l'heure actuelle? Concrètement, où est-ce qu'on en est en matière d'accès aux besoins matériels de base, à savoir se nourrir, se loger, se soigner? Alors, je me permets juste de situer parce que je vais redéfinir ce que c'est qu'un taux de pauvreté à Mayotte et ce que c'est que la pauvreté à Mayotte, mais aussi de rappeler que Mayotte a soif, effectivement, d'éducation, a soif, la définition classique d'avoir soif, mais d'éducation, Mayotte a soif d'infrastructure, Mayotte a soif, en fait, enfin, dans tous les secteurs d'activité, nous avons soif. Et nous avons soif depuis plusieurs années, avant même que Mayotte soit département français. Ce qui nous interpelle en fait face aux responsabilités de l'État aujourd'hui de pourvoir aux besoins vitaux d'une population tels que l'accès à l'eau, à l'alimentation, à un toit aussi, parce que sans toit, on n'est pas en sécurité, on est susceptible d'être victime de violences et aussi d'être en danger pour nous et nos enfants. Donc là, je situe le contexte. Chido n'a pas changé vraiment la donne. Chido est venu mettre à nu, de toute façon, une situation qui était déjà précaire, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien au niveau des maisons détruites, c'est en majorité et en totalité des bangas, et aussi des habitations qui n'étaient pas aux normes de sécurité dans une zone cyclonique sismique aussi. Donc, faut vraiment situer les choses, et ces normes-là sont mises en œuvre et doivent être contrôlées sous l'égide de l'État. Donc, je reviens surtout au niveau des compétences de chacun, parce que au-delà que Mayotte a soif sensibilise la population à ce qu'on ait un sens de responsabilité citoyenne face à nos décisions lorsque nous construisons, lorsque nous hébergeons, lorsque nous pensons écologie, de la manière dont nous consommons, notamment face aux bouteilles d'eau et autres choses. Je centre toujours cette responsabilité aussi. Je rappelle que la responsabilité de la vie appartient à l'État. C'est une garantie constitutionnelle aujourd'hui qui est défendue aussi par les normes internationales, dont est partie prenante la France. Donc ça, je situe le contexte aujourd'hui. Et en termes de taux de pauvreté, qu'est-ce qu'être pauvre aujourd'hui à Mayotte? Être pauvre aujourd'hui à Mayotte, c'est avoir de l'argent et ne pas pouvoir se nourrir, ne pas pouvoir boire et ne pas pouvoir se loger, voire ne pas pouvoir offrir à ses enfants une éducation digne de ce nom à travers l'institution publique ou l'école privée, parce qu'aujourd'hui, Mayotte, comme je vous l'ai dit, a été détruit presque à 100% par le cyclone Chido, donc on a quasiment plus d'infrastructures pouvant
euh, pourvoir aux besoins de la population dans tous les secteurs d'activité. Donc, en cela, Mayotte a soif aujourd'hui, il faut aussi voir Mayotte a soif, c'est tout un écosystème qui est construit autour de l'association parce que nous avons pris composition de ne pas être une association classique, nous sommes une association qui inclut la démarche citoyenne. Donc, nous intégrons dans nos groupes de travail, dans notre démarche associative, dans notre stratégie, dans le projet associatif, toutes les parties prenantes qui sont là au service des besoins vitaux de la population tels que l'eau, l'alimentation, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est important à noter. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, aujourd'hui, on appelle encore une fois à la solidarité en fait nationale. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, Mayotte peut être regardée aussi comme le futur des départements français qui aujourd'hui euh, sont déjà l'objet d'arrêtés préfectoraux ou autres ou communaux de restrictions en eau. Parce que ça commence toujours comme ça. Et puis ça commence comme ça, et puis il y a la pénurie d'eau, et puis en cas de désastre naturel, on se retrouve vraiment dans des conditions où tout le système comment dire, géographique et même géographique est complètement perturbé. La façon dont nos institutions fonctionnent, etc. On s'est retrouvé le jour du 14 décembre, aucune institution ne fonctionnait. C'est comme s'il y avait plus d'État à Mayotte, il y avait plus comment dire, de services publics. Les services publics étaient à l'arrêt. D'accord? Donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut voir les choses, de se dire qu'aujourd'hui, vous pouvez regarder Mayotte comme un miroir de ce qui peut se passer demain dans n'importe quel département français qui, à ce jour, se retrouve déjà avec des restrictions en eau. Et lorsqu'on rajoute à ça des catastrophes naturelles, parce que ça n'arrive pas qu'à Mayotte, on a les inondations dans la face hexagonale, on a des séismes ailleurs, des tempêtes, etc. Donc ça, c'est déjà pour vraiment vous situer les choses et aussi de dire que aujourd'hui, au niveau de Mayotte, euh, Mayotte à soif, c'est vrai que nous sommes souvent sollicités par rapport, à plusieurs. On a France 5 qui nous a sollicités, on a pas mal de médias. Nous-mêmes, nous sommes un média. Il faut savoir que Mayotte à soif aussi est un média à part entière, un média citoyen où les citoyens viennent communiquer. Et je ne sais pas s'il y a d'autres médias comme ça qui existent, viennent communiquer. On est devenu un peu, malgré nous, par rapport à la crise Chino, vient communiquer sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, vous allez pouvoir constater le gouffre. C'est un gouffre qui existe entre les informations officielles délivrées dans les médias officiels et les informations de terrain à temps réel. Et ça, c'est vraiment catastrophique. Donc, c'est comme ça un peu que je me permets de dresser le tableau de Mayotte aujourd'hui. Pour revenir un peu sur l'actualité législative, on a eu deux projets de loi qui ont été proposés par le gouvernement en place. Donc le premier, c'est le projet de loi d'urgence qui était dédié principalement à la reconstruction. Et le second, c'est un projet de loi programme qui devrait être présenté d'ici mars normalement et qui est censé présenter des mesures plus structurelles pour soutenir durablement le développement de Mayotte. Le premier, donc le projet de loi d'urgence, a été adopté récemment à l'Assemblée nationale. Et à travers votre association, justement, vous vous étiez fortement mobilisé en amont de l'examen du texte, notamment pour vulgariser les mesures de ce texte et relayer aussi les préoccupations des Mahoraises et des Mahorais. Donc globalement, je le disais, c'est un texte qui vise à faciliter les reconstructions, notamment tout ce qui touche aux bâtiments qui ont été endommagés par le cyclone. Mais c'est un projet de loi qui a aussi fait l'objet de critiques, particulièrement sur les mesures dérogatoires au droit commun qu'il prévoyait. Je pense par exemple aux mesures d'expropriation ou encore aux mesures qui visaient à dispenser certaines formalités d'urbanisme. Est-ce que vous pourriez un peu revenir sur les grandes mesures de ce texte et sur les aspects sur lesquels vous vous êtes mobilisé principalement pour pointer ou bien les lacunes ou bien les excès de ce texte? Alors, ce texte, c'était un accouchement douloureux par rapport aux amendements que nous avons proposés, parce on disposait de très peu de temps. Nous, au niveau de Mayotte à soif, on était au centre de la crise alimentaire. Effectivement, et je remercie tous les experts qui sont mobilisés de part et d'autre, que ça soit dans l'Hexagone, que ça soit dans les DOM-TOM, voilà, spécifiquement sur l'île de la Réunion, et tous les députés qui ont fait un travail formidable. J'en profite pour tous les remercier, des députés de tous bords qui ont pris en compte en fait
notre travail. Nous sommes pas experts en fait de la législation, même si j'ai une formation en tant que juriste. Mais nous, encore une fois, notre job, c'est d'identifier en fait ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et de remonter en fait justement les doléances de la population, parce que ce qui se passe à Mayotte, c'est comme un film sans fin, avec toujours la même méthodologie de travail, c'est-à-dire les personnes qui prennent les décisions pour nous ne sont pas les personnes qui vivent réellement au quotidien nos difficultés. Et ça, c'est quelque chose que si justement et moi j'en appelle la responsabilité des hauts fonctionnaires qui travaillent, parce que avant tout, avant d'être fonctionnaire, avant d'être maire, avant d'être chef d'entreprise, nous sommes des êtres humains. De prendre en considération le fait que lorsque nous prenons des décisions pour les autres, nous allons impacter fortement et sur plusieurs générations des vies entières. Et ça peut être dévastateur comme ça peut être salvateur, de prendre conscience de ça. Et à travers cette loi d'urgence pour Mayotte, ce que nous trouvons dommageable en fait pour la population, c'est qu'il n'y a pas eu de travail de fond. Alors même que le travail de Mayotte Assoif qui était mené dès le départ, c'était de rassembler la population, en tout cas les personnes susceptibles de donner avoir un vivier de citoyens engagés sur l'île pour l'île, d'accord? Et de prendre en fait cette matière grise et de s'en servir pour élaborer justement cette loi d'urgence pour Mayotte. C'est voilà, notamment l'État se positionne comme observateur de ce qui se passe au sein de Mayotte Assoif, en tout cas dans l'écosystème que nous avons créé, parce que il y a des fonctionnaires d'État qui sont avec nous. Ils ne vont pas se révéler, ils vont pas prendre la parole, mais ils sont là avec nous. Et c'est dommage en fait que même leur avis ne soit pas reflété en fait dans ce projet de loi. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été retenues, et je peux comprendre parce que lorsque le texte, voilà, il est passé en examen, les bords politiques ne sont pas d'accord. En fait, et ce qu'on nous, on trouve vraiment dommage, c'est que nous sommes des électeurs, nous sommes des citoyens. C'est nous qui plaçons nos élus à la place où ils sont. Et ils ne prennent même pas la peine de venir nous écouter, mais vraiment de vive voix. Il faut consulter la population. En fait, là, on se trouve dans une situation où il ne suffit pas de venir constater comment elle a été détruite et de venir proposer des solutions en pensant qu'elles vont fonctionner. De toute façon, en connaissant bien, voilà, si on a des personnes qui ont un minimum de formation dans les sciences sociales, etc., on sait que toute décision prise sans consultation de la personne à laquelle cette décision va être appliquée, il y aura un rejet systématique. Ce n'est pas la loi en soi qui pose problème. En fait, ce ne sont pas les mesures en soi qui posaient problème. C'est le fait de ne pas avoir impliqué la population. C'est toujours ça. On a toujours attiré l'attention de tous les responsables politiques qui prennent des décisions pour Mayotte d'être là avec la population. Être là avec la population, ce n'est pas seulement aller à la télé et dire de rassurer les gens avec des mots alors que les gens ne mangent pas, ne boivent pas à leur faim, mais de venir sur la place publique. Je pense que notre président de la République avait essayé de le faire, mais il manquait de temps, de venir et d'être confronté non seulement à la colère, non seulement à la tristesse, parce nous sommes endeuillés, non seulement à notre faim, non seulement à notre soif, mais aussi à nos enfants malades, etc. C'est ça, cette position-là qu'on n'a pas vue sur le terrain. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les décisions ne fonctionneront pas parce que les personnes auxquelles ces décisions-là, ces lois devront être appliquées, ces personnes-là ne comprennent pas pourquoi elles n'ont pas été sensibilisées à certains sujets. Donc, tout le travail qu'on met, parce que c'est quand même beaucoup d'argent pour les contribuables, parce que chaque décision, là, par rapport à la loi d'urgence, c'est beaucoup d'argent qui va être injecté dans le territoire, mais que la population reste spectatrice de tous ces fonds, avec un risque que ces fonds-là, on ne sache pas finalement à qui ils auront bénéficié. On revient encore sur ce qui nous a emmené sur la crise depuis 2016, sur l'eau à Mayotte, la pénurie d'eau à Mayotte, et aussi qui a mené aussi à la catastrophe de 2023. On va toujours dans le même sens. Pas parce que les gens sont vraiment, enfin, je veux dire que nos décideurs, je suis convaincue que humainement, ils veulent bien faire les choses. Mais il faut prendre le temps d'aller vers la population, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de comprendre c'est quoi Mayotte, comment Mayotte fonctionne et dans quelles conditions nous vivons. On ne peut pas venir juste et décider, prendre des mesures parce que cette loi-là, lorsqu'elle a été annoncée, il aurait fallu qu'il y ait des comités citoyens qui soient consultés et en fait, le travail a été fait à l'envers. C'est une fois qu'il y a eu le projet,
Et si nous, on n'avait pas fait de la veille juridique pour voir qu'il y avait le projet qui était là, ben en fait, finalement, il y aurait eu aucun avis citoyen, en fait, et c'est dommage. Et justement, ça a été un flop partiellement, même si au départ, la victoire, c'est vrai que bah, les députés se sont mobilisés, mais c'est un flop. Pourquoi? Parce que la méthodologie de travail utilisée pour l'élaboration de cette loi n'est pas une méthodologie efficace pour permettre justement que cette loi ne fasse pas l'objet de contestations parfois non pas dues parfois non pas dues parce que la loi nous dessaisissait de nos droits, mais par une incompréhension des mesures présentes dans cette loi, mais peut-être qui auraient été favorables pour nous. Mais d'avoir laissé ce pouvoir-là à quelques personnalités politiques qui sont censées représenter les Mahorais, d'accord, donner leur avis sans l'avis des Mahorais. Parce que si je prends l'aspect de la, comment dire, de l'expropriation, le mot fait peur déjà. Il faut expliquer ce que cela signifie, quels sont les devoirs, quels sont les droits de chacun, qu'est-ce que cela engendre en fait, quelle est la procédure, mais aussi demander à la population bah, qu'est-ce qui fait peur finalement, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas construire le territoire si l'endroit où doivent passer les routes, il, dit- on doit comment dire faire fi des propriétés qui sont là. Donc la route sera jamais réalisée. Mais quand j'ai consulté les citoyens, j'ai demandé pourquoi ça vous a fait peur l'expropriation et pourquoi vous avez tout de suite contesté. Les personnes m'ont expliqué que ce n'est pas l'expropriation en elle-même, mais c'était d'avoir des garanties qu'au moins lorsqu'ils sont expropriés, ils aient des droits qui leur permettent en fait de compenser la perte de leurs biens. C'était, c'était si simple que ça, que même ça m'a choqué. Parce que s'il y avait eu un comité citoyen qui avait été intégré, en fait, en amont sur cette démarche d'expropriation, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, si les Mahorais vendent leur terrain à des particuliers, et ça se fait, pourquoi ils ne vendraient pas leur terrain à l'État? C'est ça. Et donc, la problématique, c'est pas l'expropriation. La problématique, c'est tout le sens négatif, péjoratif ou même, comment dire, agressif que ce mot peut renvoyer à des personnes non averties ou ne comprenant pas ou comment dire, n'ayant pas été conseillés par des experts sur le sujet. C'est surtout ça la problématique. Aujourd'hui, on est en train de chercher des experts en assurance et autres, avocats sur la question, pour que la population soit rassurée, ce qui n'est pas le travail de Maïta Soif. D'accord? Le travail de Mathieu Assaf, ça aurait été d'aller chercher la population là où elle est pour avoir un environnement où la liberté d'expression, où la prise en compte de la démarche citoyenne, la démarche participative aurait été effective. Mais le travail de Maïta Sof, c'est pas d'aller payer des avocats ou des experts en assurance ou même d'aller les chercher pour qu'elles expliquent à la population ce que cela signifie, le mot expropriation à travers cette loi, parce que nous-mêmes, nous n'avions pas compris les conséquences en fait de ce mot dans ce projet de loi. D'accord. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc, je voulais revenir sur la rentrée scolaire qui devait se tenir à la base le 13 janvier et qui devait se dérouler de manière progressive. Et finalement, la rentrée a été décalée et les cours ont repris en fait le 27 janvier. Donc là, tout récemment, on sait que les enseignants et les syndicats s'étaient mobilisés pour dénoncer les conditions dans lesquelles se déroulait la rentrée scolaire et aussi pour pointer du doigt l'état de délabrement en fait des établissements. Sachant qu'avant même Chido, le système éducatif était déjà confronté à de nombreuses problématiques. On pense justement au manque d'infrastructures, les effectifs scolaires qui étaient surchargés, le manque de restauration scolaire, le phénomène de déscolarisation, même de non-scolarisation des enfants. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous faire un retour sur les dispositifs dérogatoires qui existaient déjà à Mayotte avant le cyclone Chido et comment s'est déroulée cette rentrée scolaire, notamment en matière de sécurité des personnels et des enfants? Je ne sais pas si on peut appeler ça dispositif dérogatoire, mais de toute façon, le droit commun à Mayotte, c'est un droit commun hybride, des fois incompréhensible. Même moi, en tant que maman, je l'ai jamais compris. C'était déjà, en fait, les rotations scolaires qui étaient problématiques, parce que si je scolarise mes enfants dans une école publique, ça veut dire que je ne dois pas travailler. Parce que je peux me retrouver à aller chercher ma fille à 10 heures, après il faut la chercher à midi, après il faut la chercher à 15 heures, des fois elle va retourner à l'école à 13 heures.
mais En fait, qui, quand vous parlez de rotation scolaire, vous faites référence au fait que les salles de classe se divisent. avant même, oui, avant même Chido. Donc, on fait le retour en arrière. Avant même Chido. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai jamais été opposée à ce que mes filles aillent à l'école publique. Mais l'une des problématiques auxquelles j'étais confrontée, parce qu'il y a des écoles publiques qui sont très bien à Mayotte, parce que je vis à Petite-Terre, l'une des problématiques auxquelles j'ai été confrontée, c'est quand est-ce que je peux aller travailler? Je peux être dans une réunion et puis il faut que je quitte la réunion et que j'aille récupérer mes enfants. C'était inconcevable. C'est-à-dire aujourd'hui, le système scolaire tel qu'il est conçu à Mayotte favorise le chômage fortement, favorise les inégalités hommes-femmes fortement parce qu'on sait que quand il est à la question des enfants, la personne qui doit rester à la maison, ce sont les femmes. Quand il est à la question des enfants, on a 30% de familles monoparentales et ce sont des femmes qui vont devoir ne pas travailler parce qu'aujourd'hui, avec 77% de taux de pauvreté, lorsqu'on est payé au SMIC ou même à mi-temps à juste 500 euros, on n'a pas les moyens de se payer une assistance sociale à 1000 euros. Donc, c'est juste une question de calcul. Ensuite, la deuxième chose que je voulais relever avant chez nous aussi, c'est que de toute façon, la surcharge des classes n'était pas favorable à une éducation scolaire optimale pour nos enfants. Aujourd'hui, Mayotte n'a pas un retard avec la France de plusieurs années par rapport au fait que nos professeurs ne sont pas compétents, malgré ce que essayent de faire véhiculer certains femmes et hommes politiques. Ce n'est pas ça. Mayotte a un retard de plusieurs années parce que les conditions de scolarisation ne sont pas optimales. Les conditions de scolarisation sont délétères. Comment voulez-vous qu'un professeur qui doit parfois accueillir plus de 30 élèves dans sa classe puisse arriver à un résultat optimal? C'est pour ça qu'il y a le planning familial, parce qu'on s'est rendu compte en France, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'une famille a des enfants à partir d'un certain nombre d'enfants, c'est très difficile d'offrir des conditions de vie dignes à ces enfants. Donc tout ça c'était pris en compte. Et tous les psychologues qui ont été mobilisés, les professionnels qui ont été mobilisés pour ça, c'est pas pour revenir à Mayotte et nous dire il nous faut plus d'élèves. Donc déjà le devoir étatique sur ce sujet-là n'a pas été respecté. Et ensuite, lorsque Chido est survenu, je me suis positionnée personnellement à ce qu'on ne décale pas la rentrée scolaire. Je pense que j'ai écrit un courrier à Monsieur Macron dans ce sens-là. Pourquoi? Et c'était pour un seul, voire deux objectifs. Que l'école permette aux enfants d'être nourris. 77% de taux de pauvreté, je vous ai donné la définition du taux de pauvreté à la Mayotte, que ça signifie qu'on mange pas, on boit pas, d'accord? On ne va pas aux toilettes, d'accord? On dort pas dans un logement sécurisé. L'école aujourd'hui, l'institution scolaire aujourd'hui, pour la majorité des enfants à Mayotte, constitue un lieu de sécurité pour certaines écoles en tout cas, parce que bon, je vais faire fi de toutes les violences, etc. Pour certains, et aussi de pouvoir manger et aussi de pouvoir se décharger de toutes les obligations on sait que le travail des enfants est prohibé, mais quand on est une famille, comment on contrôle ça? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui vont chercher l'eau, qui vont chercher les vivres, etc., qui vont faire le ménage dans les familles, parce que c'est pas parce que leurs parents ne les aiment pas, la majorité, c'est parce que les parents n'ont pas le choix. Alors l'école est un lieu où l'enfant va pouvoir exercer ses droits. Donc Mayotte à Soif s'est positionné tout de suite pour dire non, il faut ouvrir les écoles et j'en assume totalement en fait ces propos et je les maintiens. Parce que encore une fois, aujourd'hui, quand nous discutons avec des professeurs, ils sont conscients, ils voient les enfants dans quel état ils sont. Et c'est le lieu aussi où on allait constater s'il y a des enfants qui étaient vivants ou morts. Parce que tant que les enfants n'allaient pas à l'école, on n'allait pas pouvoir faire d'appel, on ne saurait pas qui est mort, qui est en vie. Alors qu'on sait très bien que sous les dôles, il y avait des corps d'enfants, des corps de familles entières. Donc c'était vraiment primordial. Et j'avais appelé les professeurs à travers notre groupe Facebook à la responsabilité citoyenne et humaine de voir cet aspect-là de la rentrée scolaire, au-delà de l'aspect éducatif pur et dur. Mais effectivement, le corps enseignant a tout à fait raison de manifester parce qu'on a aussi interpellé l'État de faire un diagnostic social, un diagnostic des constructions dignes de ce nom afin de permettre à ce que toutes les personnes qui vont justement se rendre dans ces établissements scolaires le fassent en toute sécurité. Il y a la mairie de Mamoudzou qui a joué le jeu. Il y a un architecte assermenté dans ce sens. Mais comme d'habitude, les travaux sont trop longs. C'est trop long
parce qu'on ne regarde pas les professionnels présents sur le territoire. On veut faire appel à des professionnels en dehors du territoire qui ne connaissent même pas notre territoire et ça a toujours fonctionné comme ça. Merci beaucoup de m'avoir accordé cet entretien. On espère surtout que les médias nationaux vont continuer de mettre en avant la problématique structurelle de Mayotte et que on va continuer d'avoir des initiatives de la part des associations telles que Mayotte a soif. Je vous remercie grandement et je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Au revoir.